Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Gartin et Hugo Saint-Amand, les propriétaires du clan des brasseurs à Saint-Jean. Salut les boys! Salut man! Ça va bien? Yes sir! Je suis bien content de vous avoir. Premièrement, expliquez-moi donc c'est quoi le clan des brasseurs? Qu'est-ce que vous vendez ici? Qu'est-ce que vous faites? Dans les faits, nous autres, ça fait 4 ans et demi qu'on a starté cette boutique-là, moi et Hugo. Dans le fond, on est une boutique qui est spécialisée pour les brasseurs amateurs principalement, même si on donne un coup de pouce à certaines microbrasseries. Puis, dans le fond, notre but, c'est d'offrir le plus de services possible pour faciliter la vie des brasseurs amateurs. On a un système de nettoyage sur place qui lave les bouteilles, les kegs, les touris de nos clients. On a un système d'échange de bonbonnes de CO2, de beer gas. Puis aussi, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que le problème dans la bière, c'est que l'accès à l'information, c'était principalement sur Internet, c'était principalement des livres et quasiment tout était en anglais. Fait que la boutique, c'est un petit peu aussi une façon de rendre l'information disponible pour les gens, pour être capable aussi de leur expliquer, vu qu'il y a beaucoup de divergences au niveau des opinions, autant au niveau des méthodologies que des ingrédients, que de la fraîcheur. Donc, le clan, c'est un petit peu ça, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de créer une communauté de brasseurs qui vont être compétents et qui vont être capables aussi de s'entraider puis de continuer à faire grandir le monde du brassage artisanal. Puis qu'on soit pas obligé d'aller à Montréal pour acheter notre stock aussi, ça c'est assez merveilleux. Ouais, mais C'est dépendant d'où on est, c'est sûr, Ouais, c'est sûr, ça. effectivement. justement, nous, on est spécialisé dans la vente d'ingrédients en vrac. On vend des céréales, des commandes prêtes à l'avance finalement pour simplifier le brassage de tous et chacun. On a 50 à 60 sortes de houblons, on a plusieurs levures de plein de laboratoires, les additifs qu'il vous faut. Finalement, on est une boutique qui est vraiment là pour vous aider. On donne des formations de brassage pour ceux qui n'ont aucune expérience ou qui veulent peaufiner d'avance leurs connaissances. En plus, on produit des mous à chaque semaine. Fait que ce qui est le fun aussi, c'est qu'on est capable d'offrir une expertise aussi au niveau des ingrédients. Donc, on ne fait pas juste parler par rapport aux ingrédients de ce qu'on a lu sur Internet. On fait des expériences à chaque semaine, systématiquement, sur chacune des brasses. Donc, ça nous permet aussi d'être capable de pouvoir recommander des levures en conséquence de ce que les gens veulent, des houblons, pour vraiment pas nécessairement se fier à ce qui est écrit, mais plutôt aux résultats qu'on va être capable d'obtenir. OK, good. Moi, je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Là. Ça fait un bout que j'attendais. Plaisir partagé. Que j'attendais ça. Puis on est tous bien occupés. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, moi, je voulais vous avoir. Du COVID. Ouais, Il y a c'est le dos ça. large. Ça a le dos large, ouais. Fait que là, dans le fond, moi, je voulais vous parler avec vous autres de sel puis de levure. Comment choisir son profil d'eau, comment choisir son profil de levure, dans le fond. Là. Parce que vous autres, vous êtes des pros là-dedans. J'ai souvent parlé avec vous autres, puis vous savez de quoi vous parlez. Fait que, puis j'ai trop souvent vu des brasseurs là, qui savaient pas vraiment comment jouer avec leur profil d'eau puis tout là. Fait que je voulais en jaser avec vous autres. Fait que m'a starté avec les sels pour commencer. Pour commencer, c'est quoi l'importance que ça a d'ajuster le profil des sels minéraux dans l'eau de brassage? Est-ce que c'est vraiment si important que ça dans une bière? Y a des gens qui auraient tendance à dire que c'est overstated de jouer avec son eau. Écoutez, nous autres, on brasse de façon régulière 2 fois semaine et on ajuste tout le temps le profil de notre eau. Donc, au final, on s'est rendu compte que quand on veut jouer sur les textures, sur les profils des houblons, on a toute importance à jouer avec le pH et avec la minéralité de notre eau. On a commencé par faire des tests initialement, comme tout le monde, avec des ratios qu'on connaissait pas, qu'on comprenait pas. Et avec le temps, on a compris la chimie derrière ça. Ceux qui suivent John Palmer, il y a une très bonne théorie sur le sujet. Donc, ça vaut la peine de regarder au niveau des ppm des minéraux ce que lui va vous recommander pour mettre en valeur justement là, la céréale ou les houblons plutôt dans vos recettes. Nous, on va toujours commencer avec certains ratios minimum, comme le magnésium, c'est pas recommandé d'en avoir en bas de 5 à 10 ppm pour s'assurer d'avoir une bonne extraction de nos houblons. C'est aussi une nourriture à levure. Avoir un certain taux de calcium pour éviter le beer stone, 50 ppm c'est pas mal le minimum. Ensuite, jouer avec des ratios sur le sulfate et chlorure, du 3 pour 1, 2 pour 1, etc. À vous de vous faire une idée si vous voulez avoir des bières plus sèches ou plus rondes. Focussez pas sur le bicarbonate, c'est pas quelque chose que vous devez avoir nécessairement dans vos bières. Et dans les bières noires, il faut vraiment pas en avoir trop. Sérieusement, la minéralité, ça vaut la peine de s'y attarder.
Travailler avec Brew Water, c'est vraiment un outil qui va vraiment vous aider à comprendre ce que vous faites. Si vous avez des questions, ben, contactez-nous, venez suivre une formation. Yes, sir. Ben justement, là, tu as parlé des logiciels. C'est quoi le meilleur pour toi? C'est Brew Water, vraiment? Sérieusement, moi, j'ai appris à travailler avec Brew Water pour la minéralité de l'eau. Fait que, sérieusement, il y a celle dans Beersmith qui est une bonne chose, mais moi, je travaille pas avec celle-là. J'aime pas exactement comment ça fonctionne, mais il y en a qui travaillent avec, puis c'est bien correct. Sinon, il y en a un qui est disponible via Brewfather. Je sais que sur Brewfather, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été vers le logiciel pour ajuster les minéraux, semblerait-il, qui est vraiment adapté un peu comme celui de Beersmith ou de Brew Water. Puis au lieu de nous laisser nous-mêmes choisir les quantités, on va donner un target, dans le fond une cible, et lui va nous suggérer une quantité pour arriver à notre cible. Puis c'est une interface qui est un peu plus facile pour les brasseurs amateurs au visuel, un peu moins intimidant des fois que les autres logiciels. Fait que ça, c'est quand même quelque chose à considérer. L'application aussi de Grainfather Community qui vient de base avec les outils Grainfather qu'on peut aussi s'abonner même si on n'a pas l'équipement. Lui, par contre, j'ai entendu moins de bons commentaires, mais n'ayant pas expérimenté au niveau personnel, je pourrais pas m'avancer là-dessus à savoir s'il fonctionne bien ou quoi que ce soit. Okay. Mais Brewfather, lui, au moins, certifié. Mais souvent, j'ai vu, tu sais, ben en fait, tu étais venu chez OverUp là, ouais. Pour Guillaume pour faire créer la recette qu'on avait faite ensemble. Puis là, tu avais amené ton Brew Water, puis il faut que je dise, ça a l'air compliqué, man, entrer là-dedans. Il y a beaucoup de pages, beaucoup d'onglets. C'est-tu si compliqué que ça? Non, ça a l'air pire que c'est juste un fichier Excel. On n'a pas quand même 60 000 cases où mettre des chiffres. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, on fait des tests d'eau au Clan des Brasseurs. J'ai toutes les solutions, dans le fond, le Brew Lab Kit, Kit Lamotte recommandé par John Palmer, qui me sert à déterminer les ppm des minéraux dans votre eau de brassage. Donc, ben, vous n'êtes pas obligé de vous péter une analyse qui coûte super cher dans un gros laboratoire. Vous pouvez m'amener 250 ml d'eau, puis moi, je vais être capable de vous sortir la minéralité de votre eau et la dureté temporaire, etc. Donc, vous allez savoir avec quoi vous brassez et à savoir aussi est-ce que c'est une bonne eau de brassage. C'est sûr que de l'eau hyper dure, qui a un taux de sodium vraiment très élevé, un taux de calcium dans le tapis et un taux de bicarbonate encore plus haut que le tapis, c'est vraiment pas super pour faire la majeure partie des bières. Il y a certains cas que ça va être intéressant d'avoir une certaine dureté, mais il faut quand même avoir un juste équilibre. Quand on a du sel en quantité industrielle, on ne peut pas neutraliser le sel. Donc, ça, c'est non, juste en partant. Donc. Mais si on va revenir sur la facilité, en fait, de Brew Water, c'est surtout que l'interface fait peur. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de chiffres. Ouais, il y a beaucoup d'endroits où on a l'impression qu'il faut rentrer des données. Et finalement, on se rend compte que sur chacune des pages, on a 2-3 endroits où on peut indiquer nos données. Donc, on indique les minéraux de notre eau de départ, on indique les ingrédients, dans quelle catégorie ils sont. Puis à partir de là, on a un tableau qui va nous permettre de contrôler. Donc, finalement, c'est vraiment moins... aussitôt qu'on prend la peine de s'attarder, on se rend compte que c'est vraiment moins impressionnant que ça le semble au premier abord. OK. Puis, OK, mais pour en revenir au test d'eau, là, c'est quoi la fréquence que vous recommandez pour... Ben, en théorie, les gens qui vont être près des sources que l'eau va fluctuer beaucoup, ça serait en théorie important. Mais dans les faits, il vaut mieux au moins 2 analyses par année pour savoir, bon, ben, en plein été, quand c'est sec, il n'y a aucune pluie, bon, l'eau, elle a l'air de quoi dans les tuyaux, versus en hiver, il va y avoir beaucoup d'averses, de neige qui va amener beaucoup de minéraux dans l'eau. Ben, ça peut faire fluctuer le pH, mais encore plus l'alcalinité résiduelle de cette eau-là. Donc, en théorie, 2 fois par année, ce serait déjà pas mal bon. Okay. Il y a un truc pour les gens que j'ai découvert avec le temps que plusieurs brasseries utilisaient. C'est si on veut savoir si notre eau a fluctué, on peut utiliser un TDS meter, Total Dissolved Solid. Donc, ça va calculer la quantité de minéraux contenus dans notre eau. Donc, à partir du moment où on a établi la minéralité régulière qu'on devrait avoir, si on voit qu'il y a une énorme fluctuation, ben, au moins on est capable de réagir et de se dire mon eau a probablement soit provient d'une autre source, soit les minéraux ont drastiquement changé. Dans ce cas-là, on peut prendre une eau osmosée, une eau de l'épicerie comme Labrador, Amaro, puis au moins on sait d'où on va partir, puis on évite des fois de faire une gaffe. OK.
Pour donner un chiffre juste à ce qu'ils viennent de dire, admettons que la dureté totale de votre eau serait de 300 ppm, et là, du jour au lendemain, vous êtes rendu à 500, 600, etc. Il y a une grosse fluctuation en ce moment dans la minéralité de cette eau-là. Ça vaut la peine d'être analysé plus profondément. Ouais. Comment vous choisissez le bon profil d'eau pour vos recettes? Parce que si tu te promènes sur Internet, tu vas en trouver en salle là, des profils pour telle ou telle bière. Là. Comment vous pensez qu'on devrait choisir ça comme du monde? C'est sûr qu'il faut faire attention quand vous tombez sur des recettes sur Internet que vous n'êtes pas certain que le gars en question qui a monté cette recette-là, c'est ce qu'il faisait. C'est vraiment une question de réflexion chimique, à savoir est-ce que ça se fait, est-ce que en ce moment je nage à contre-courant, je fais quelque chose que je veux aider, mais je nuis à mon processus. Au final, c'est important de connaître les styles, savoir ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut des bières sèches? Est-ce qu'on veut des bières avec du corps? Comme j'ai mentionné tantôt, c'est sûr que d'avoir le livre de John Palmer avec des recettes par style qui va vous recommander une minéralité de base, c'est un bon starting point. Après ça, c'est à vous de décider si vous aimez la texture de la bière avec cette minéralité-là. Puis souvent, un bon truc avec les minéraux, c'est de se dire si on veut privilégier le corps, le goût de la céréale, on va vouloir avoir un plus gros taux de chlorure par rapport au sulfate. Puis on va vouloir penser à l'inverse si on veut garder plus une texture ronde, l'effet jus de fruits justement des New England IPA et aider aussi à ce que les particules veulent rester en suspens. Dans ce cas-ci, on va vouloir avoir plus de chlorure que de sulfate. J'ai-tu dit deux fois la même chose? Ouais. J'ai dit deux fois la même chose. L'inverse. Donc, en fait, exactement, si jamais on voudrait l'inverse, on voudrait une bière plus sèche, donc plus West Coast IPA, faire sortir un peu plus un côté désaltérant, une amertume plus mordante et asséchante. Dans ce cas-ci, on voudrait avoir un plus gros ratio de sulfate par rapport au chlorure. Dans ce cas-ci, on pourrait viser un profil 2 pour 1 ou 1 pour 3. Mais des fois, dans certains cas, on va même vouloir avoir un profil plus équilibré. Dans certaines bières belges, des fois, on va se retrouver à avoir un ratio égal de chlorure et de sulfate. OK. Bien, justement, les ratios, là, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça devrait primer sur ton profil ou ça fait partie ingrédiente? Les ratios entre chlorure et sulfate, là, bien sûr. C'est une question de ratio. Tu sais, ça dépend de la minéralité de votre eau. Si votre eau elle est pauvre en magnésium, il faut déjà commencer par s'assurer d'avoir un minimum de magnésium, comme j'ai dit tantôt. Si vous avez vraiment pas de calcium dans cette eau-là, c'est important quand même d'avoir le minimum que j'ai mentionné plus tôt. Donc, il faut s'assurer d'un minimum de ppm dans diverses catégories et d'ajuster par rapport au profil que vous avez à la base et versus qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, toujours s'assurer de, je veux 150 ppm de ça, je joue avec du sulfate de magnésium, du gyps / sulfate de calcium, du chlorure de calcium. Nous, on joue un petit peu avec le métabisulfite de sodium pour aller chercher un minimum de 10 ppm. On s'assure de sortir l'oxygène des procédés, ça fait chuter la chloramine, le chlore, donc pour les brasseurs amateurs qui ont de la misère à savoir si leur eau elle est correcte, c'est un bon point de jouer avec un petit peu de sulfite dans l'eau de base. Et après ça, si on fait des bières noires, la plupart du temps, on va devoir mettre des alcalins pour limiter la chute de pH. Donc, s'assurer d'avoir du carbonate de calcium sous la main, / de la craie, ou d'avoir du bicarbonate de soude. Toujours encore là, dépendamment de la minéralité de votre eau. Ouais. Mais je te donne un exemple concret. Là. Mettons, là, mon eau de base là, est basse en chlorure, OK? Puis je veux faire une New England IPA. Fait que je veux avoir un ratio, mettons, 3 pour 1 entre de chlorure et de sulfate, OK? Mais là, ton eau est basse en chlorure, donc tu te ramasses à mettre plus, mettons, de calcium chloride, mais tu dépasses le ratio de 3 pour 1. Est-ce que ton ratio va primer sur les ppm? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, parce que là, ta question. Ce que tu veux, en fait, c'est de garder une proportion à peu près. Mais c'est pas grave si on dépasse d'un bord ou de l'autre côté. Ouais. Mais après ça, en fait, les proportions. C'est juste, je suis comme pas sûr. Tu dépasses quoi au final dépasser dans le ratio? Ben, que le ratio, mettons, il est plus haut. Mettons, tu aurais 3,5 pour 1 de chlorure. Est-ce que c'est grave? Ouais, non. Est-ce que c'est important d'être obligé d'être 2 pour 1, 1 pour 3? Pas obligé d'être flush, là. Ouais, c'est ça. C'est l'impression que j'avais. Moi, j'étais un gars de chiffre.
Je dirais c'est que dans le fond, tes minéraux vont te permettre d'avoir un certain contrôle. Puis oui, tu peux décider d'avoir un ratio différent. 1 pour 3, 2 pour 3, c'est souvent des ratios qui sont suggérés. Puis après ça, c'est de voir selon... on pourrait jouer à New England IPA. Puis avec un ratio de, on va dire 2 sulfates pour 3 chlorures, on pourrait avoir le résultat qu'on veut. Ou on pourrait trouver que là, finalement, j'aimerais mieux encore plus de texture parce que dans la recette à la base, j'avais pas assez d'éléments qui me permettaient d'aller chercher la texture que je voulais. Bien là, oui, peut-être qu'en jouant avec un peu plus de chlorure, on pourrait se ramasser avec un ratio de 4 pour 1 et là, arriver à l'effet escompté. Par contre, il faut toujours considérer que les minéraux, plus on rajoute quelque chose, dans le fond, les minéraux, c'est comme mettre du sel, comme le sel de table qu'on a à la maison, le NaCl. Plus on va en mettre, plus on va faire sortir des saveurs. Jusqu'à un moment donné où on va finir par faire sortir la présence du goût du sel au travers. Donc, il faut aussi faire attention parce que certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres à certaines minéralités. Donc, aussi de s'assurer de ne pas dépasser de trop, des fois, les seuils maximum. Donc, ils vont être là beaucoup pour aider, des fois, à la santé des levures, mais aussi pour s'assurer que les gens non plus ne vont pas avoir l'impression de manger de la craie ou quelque chose du genre. Ouais. Dans le sens que si tu es à 150 ppm de sulfate et à juste 50 de chlorure dans une recette, tu peux pas dire, bon, ben je vais aller mettre à 400 ppm de sulfate puis d'avoir justement une centaine ou 150 ppm de chlorure. Parce que là, tu augmentes de beaucoup la minéralité totale de ton eau. Ça va finir par goûter métallique les minéraux, là, tu sais. Trop, c'est comme pas assez finalement. OK, good. Puis, est-ce que le moment de l'ajout des sels il est important selon vous? C'est quoi les... Il y a différentes écoles de pensée, encore une fois, là-dessus. Moi, j'ai, dans le fond, ma source d'eau de brassage initial qui est traitée avec une minéralité X et avec une quantité d'acide lactique X pour le mash. Après ça, j'ai mon HLT/Herms qui contient mon eau de rinçage qui a exactement les mêmes ppm de minéraux que l'eau que j'ai utilisée dans le mash, mais je ne mets pas la même quantité d'acide lactique dans cette source d'eau-là parce que je n'ai pas à tamponner la même masse de produits. Donc, pour moi, ça a une importance. Pour certaines personnes, ça va être une source d'eau totale qui sert à faire le brassin en entier. Bien, ils vont traiter en entier cette source-là. C'est une différente façon de travailler, ça dépend de comment vous brassez. Donc, pour le brasseur amateur, c'est peut-être plus simple de faire comme moi je fais, mais pour les brasseurs professionnels, avoir une source d'eau traitée est mieux pour tout le brassin. Ouais. Mais si tu as des ajouts à faire, là, toi, tu préfères-tu? Parce que j'ai souvent vu ça, là, certains qui en mettaient juste au mash, juste au boil, certains qui vont faire les deux. Y a-tu un moment, tu penses là-dedans, qui est le meilleur ou qui est à éviter, mettons? Bien, encore là, je crois que c'est une question personnelle. Moi, je traite l'eau de mon mash tout seul et j'ai mon eau de rinçage qui est traitée presque pareil, mais pas avec la même quantité d'acide lactique. OK. Il y en a d'autres qui vont ajouter des minéraux dans le boil. Il y en a qui vont prendre des pH 2-3 fois pendant le brassage, faire des correctifs de pH à plein de moments. On a toutes des façons de travailler pas totalement pareilles. Moi, je fais pas d'ajustement de minéraux dans la cuve d'ébullition. C'est pas quelque chose que je fais. Encore pour une gauze que là, je vais balancer beaucoup de sel. Fait que dans le fond, ça n'a pas tant d'importance que ça au final. Question de vision, j'ai pas testé la chose. Bon, parce que je sais que des fois, comme si on écoute beaucoup les podcasts, aux États-Unis, une technique qui est quand même relativement populaire pour que les gens n'aient pas trop à se casser la tête. Ça va consister à faire tout l'ajout des minéraux dans la cuve d'empâtage. Donc, un seul ajout pendant que c'est chaud, ça va simplifier un peu la dissolution des minéraux. Puis, par la suite, ce qu'on va vouloir, c'est simplement avoir le bon volume une fois qu'on va transférer le liquide de la cuve dans le fond de la cuve de macération à la cuve d'ébullition. Donc, comme ça, on va être sûr d'avoir notre bon ppm de minéraux si, pour le volume, on avait déjà déterminé qu'admettons au boil, je vais avoir 135 litres d'eau, que c'est sur le 135 litres final qu'on va avoir mis les minéraux. Et ne pas oublier que les grains vont aussi absorber 1 litre par kilo. Donc, aussi de rajouter cette quantité-là. Mais c'est un peu plus dur à calculer, je dirais, mais on pourrait tout faire l'ajout des minéraux dans la cuve d'empâtage, puis mais s'assurer de calculer pour le volume d'eau total en comprenant le volume d'eau que les grains vont aussi prendre. OK. Puis sinon, tu avais parlé...
pour supporter ce que Hugo vient de vous dire, ben on a collaboré dans le fond à l'édition du livre de recettes Baron Mag qui est sorti il y a peu de temps. Et il y a plusieurs des petites choses qu'on vous a mentionnées ici qui vaudraient la peine. Dans le fond, si vous achetez ce livre-là, vous allez avoir de l'inspiration pour les recettes et vous allez être capable de vous figurer un peu ce que vous avez à faire, ce que vous avez à vérifier durant un brassage. Belle petite pub, il n'y a jamais rien de mieux. Voilà, c'est gratis. Et go, man, c'est juste un petit rinse. Oh yes, merci. Excusez tout le monde, on va boire notre bière. Voilà. On peut pas faire un podcast de bière sans boire de la bière. Exactement. J'en Ça parle fait pas jamais. professionnel. Ouais. J'en parle jamais, mais il y en a tout le temps une qui est ouverte. Merci, Mais man. comme je disais aux gens, des fois, c'est la façon de pouvoir faire passer mon problème d'alcoolisme pour du professionnalisme. Exactement. Voilà. Ouais. Faire les suivis de fermentation, il n'y a rien de mieux. Ah ouais. Voilà. Ça, des fois, les gens sont comme, hey, merci pour tout le temps que tu me donnes. Je suis comme, non, c'est grâce à toi que je peux dire que mon problème, finalement, c'est du professionnalisme. Fait qu'ils sont comme, ah, ben voilà. Je suis comme, écoute, tu me rends service, je te rends service. Puis sinon, tantôt, vous avez parlé des conséquences si t'en ajoutes trop. Là, dans le fond, ça va commencer à goûter le sel. Puis tout. Si t'en mets pas assez, est-ce qu'il y a des conséquences? Exact. Justement, quand on s'est intéressé à ça, ben on a commencé à regarder beaucoup les profils qu'ils fournissent dans Brew & Water. Et dans les faits, Martin Brungard qui a créé ça, il a eu vraiment une idée intéressante de répliquer la minéralité de l'eau de certaines villes sur la planète. Le problème derrière ça, c'est que ces brasseurs-là jouent avec la minéralité de leur eau derrière. Et vous savez pas ce qu'ils font. Nous, on l'a testé pour vous. On a commencé par faire ça. On a imité l'eau de Dublin pour essayer de faire notre Irish Red Ale. C'était correct. On a essayé de faire l'eau de Londres pour notre stout. C'était correct. On a essayé Edinburgh en Écosse pour la Scotch Ale. Là, c'était plate. On a essayé de prendre l'eau de Pilsen pour notre Pilsner. C'était très plate. Donc, on s'est rendu compte en faisant des lectures que c'était, ouais, vous n'êtes pas dans le champ, mais vous n'avez pas raison de. Donc, fiez-vous à nouveau à John Palmer. Il sait de quoi il parle, cette minéralité-là. Nous, on l'a testé, on travaille avec cette minéralité-là de façon régulière. Comme je l'ai dit, ajustée à votre goût, à vous par la suite. Mais c'est un bon starting point de regarder un peu ce que lui vous propose pour aller chercher l'équilibre que vous recherchez probablement. Mais trop peu, ça peut aussi être relatif. Dans le fond, si on fait un style de bière, comme admettons une Pilsner, et qu'on veut quelque chose de très léger en saveur, très désaltérant, on peut privilégier une eau qui va avoir à peu près rien. À partir du moment où on rajoute des céréales, on rajoute des houblons, où on veut faire ressortir des saveurs ou des textures, c'est là où les minéraux vont devenir intéressants et on va avoir un petit peu comme la cuisine à la maison. Ah, un petit peu de sel, il en manque un peu. Ah, je rajoute un peu de sel. Ah non, les saveurs ressortent pas encore. Ou là, on vient de trouver le bon ratio. Là, maintenant, tous les éléments à l'intérieur sont capables de se démarquer. Donc, le sel, oui, on peut n'en mettre pas assez. Si on a l'impression que les arômes ne veulent pas se présenter, que la texture, elle n'arrive pas à être là, que c'est un petit peu aqueux, peut-être que notre minéralité n'est pas nécessairement inappropriée, mais peut-être pas pour le bon style en soi. Donc oui, on peut avoir trop peu de minéraux, puis souvent, ça va être un manque d'expression qu'on va constater au travers. Ouais. J'ai une question qui me vient à l'esprit, là. Dans le fond, si tu veux tester, là, ça serait-tu un bon test, mettons, de prendre notre verre de bière ici, là, puis là, tu veux savoir comment ajuster tes minéraux puis de les rajouter directement dedans dans le produit fini? Ah ben ça, c'est un de mes tests préférés. Souvent, en fait, j'ai bien des clients qui arrivent à la boutique puis ils se demandent « Hey, ma bière, elle n'est pas à mon goût. » Puis souvent, on voit beaucoup la situation avec des bières foncées. Parce que les gens à la maison, quand on travaille avec l'eau de notre ville, admettons, on travaille avec une eau qui est quand même très équilibrée, un petit peu plus de sulfate que de chlorure, mais on peut faire à peu près n'importe quoi. Sauf que si on veut faire sortir la texture, le goût de la céréale, le corps, c'est pas nécessairement l'eau qui est la plus appropriée sans la travailler. Donc, comme dernièrement, j'ai un de mes clients qui était venu, il arrive avec un stout, fait sous moi où il n'y a absolument pas de complexité puis il n'y a pas de corps. Puis on a fait l'expérience. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre une bière qu'on va séparer en 3 verres. Puis on va avoir 2 petits shooters, petits contenants quelconques, dans lesquels on va dissoudre d'un côté une petite quantité de chlorure de calcium, de l'autre côté un petit peu de gyps. Puis ça va nous permettre de rajouter une goutte à la fois dans chacun des verres test. Donc on va toujours avoir celui du milieu qui reste neutre.
Celui de gauche, moi j'aime bien mettre un petit peu de sulfate et celui de droite, rajouter un petit peu de chlorure de calcium. Et on peut voir de cette façon, est-ce que le problème de ma bière, c'est au niveau des minéraux? Donc, est-ce que d'avoir un petit peu plus, finalement, de sulfate va venir chercher l'amertume que je recherche ou la sécheresse, ou finalement avec un petit peu de chlorure, comme dans le cas de mon client, ça l'a aidé à faire sortir finalement les arômes chocolatés, un petit peu plus de rôti, café au travers, et tout le corps et le sucre ont eu une impression comme d'être mis sous emphase à partir du moment qu'on a rajouté un peu de chlorure. Donc, s'est rendu compte que sa bière, son principal problème était au niveau du profil de ses minéraux. Donc, oui, on peut faire le test, puis ça nous permet même des fois de dire « j'aime pas telle bière, il me manque un petit quelque chose », puis on peut se préparer une petite fiole avec du chlorure de calcium dissous à l'intérieur, puis hop, sans rajouter directement au service. Est-ce que ça donne le même effet? Je pense que non, ça goûte vraiment... Ça donne une bonne piste. Ben, ça laisse une impression minérale, mais au moins on sait un peu plus vers où se pencher. Est-ce que je dois pencher au niveau du profil et vers quel minéral je devrais regarder? Ben, nous, on l'a fait à m'emmener au comptoir. On avait notre, je crois, breakfast stout. Puis on s'est dit, ça pourrait être plus rond que ça. Ben, on va l'essayer. Puis on mettait du chlorure dissous. Et et là, on est tombé sur le bon équilibre. Le verre d'après, là on était trop loin. Okay. Là ça goûtait juste les minéraux, c'était totalement déplaisant. Ouais. Tout est une question d'équilibre et de ratio. À vous de faire des tests. Ouais. Oui, puis si on se rend compte que finalement, même malgré les ajouts de minéraux, c'est pas nécessairement ça, mais peut-être que le problème vient de la recette. Ou de vous. Ou Code de 14, mais ça on le dit pas. les deux viennent ensemble. Ça on le dit pas. Ça, on le dit Problème pas. code 14. Code 14. Bon, ben c'était tout pour les sels. Là, on va passer à la levure. Yeast. Yeah! Fait que, ben, dans le fond, je me disais, souvent quand on va voir les levures, là, on essaie de s'en choisir une pour telle recette. Tu t'en vas sur Internet, tu vas sur le site de Yeast, sur le site de Fermentis, name it. Ils te donnent une flopée d'informations là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus important à regarder? Priorité primordiale, température de fermentation. Est-ce que tu es capable de pouvoir fermenter dans la zone de confort de ta levure? Je vois tout le temps ça. Hey, moi, j'ai le goût de commencer, j'ai le goût de me faire une lager. Ah, as-tu un endroit qui est capable de fermenter entre 8 et 12 degrés? Non. Ah ben, déjà là, on va orienter finalement ton choix vers une levure, soit qui est capable de tolérer plus haut ou qui va finalement travailler une autre température, puis on ne pourra pas faire une lager. Donc, la température de fermentation, je dirais que c'est l'élément primordial à regarder. Puis après ça, c'est de se poser la question, c'est quoi le style de bière que je veux produire? Puis on peut regarder le profil de la levure au niveau de l'atténuation et de la flocculation. Sinon, c'est les deux autres paramètres qui ont beaucoup d'emphase. À savoir, la flocculation, ça va être la capacité de ta levure à chuter vers le fond lorsqu'elle a terminé son travail. Donc, c'est dépendamment de si on veut une bière qui va avoir beaucoup de clarté ou moins, on peut regarder ce paramètre-là. Et l'atténuation aussi va être très important. Si je veux une bière qui va garder un certain sucre résiduel, ben, je vais éviter les levures qui vont avoir un taux d'atténuation de 85% et plus, avec lesquelles je vais me ramasser finalement avec des bombes d'alcool qui vont finalement peut-être avoir un mauvais équilibre en bouche. Donc, ça peut être les paramètres principaux que je vais regarder, mais je dirais la température. Aussi, de regarder, ils vont généralement annoncer est-ce que la levure elle a des besoins spécifiques au niveau de, des fois, la quantité d'oxygène qu'elle va avoir de besoin pour travailler, mais aussi très important, est-ce qu'elle va nécessiter un traitement en particulier pour se débarrasser soit du diacétyl ou quelque chose du genre. Donc, s'assurer, si elle demande un diacétyl rest, qu'elle a tendance à développer beaucoup le côté un peu bonbon, beurre, popcorn, et qu'on n'est pas en moyen de pouvoir lui procurer une remontée de chaleur avant de la redescendre, c'est peut-être pas non plus la levure qui va être appropriée pour soi. OK. Faut pas aussi oublier un paramètre important. Moi et Hugo, on a jasé dernièrement. Les levures qu'on dit variante Diastaticus STA1 gene. Oh. Si vous n'êtes pas le meilleur côté sanitation dans votre brassage, c'est un jeu dangereux de travailler avec ces levures-là. Il y a des brasseries professionnelles qui ont des problèmes. Moi, je pense que c'est un jeu d'équilibre, de savoir bien faire les choses pour pouvoir se permettre de jouer avec différentes levures. Donc, s'assurer que si on travaille avec du STA1 gene, ben, il faut être vraiment très vorace côté sanitation.
Moi et Hugo, ce qu'on a fait à la longue, c'est qu'on travaille beaucoup avec le sulfite en fin de nettoyage. C'est un moyen de bien tuer certaines bactéries et certaines levures sauvages. Donc, ça vaut la peine de prioriser ça. Même si vous travaillez avec du STA1 Genes, c'est un moyen de s'assurer de tuer en tant que tel les bébites qui peuvent continuer de proliférer. Au niveau du choix des levures, ben, comme Hugo il vous l'a dit, il y en a toute une panoplie de choix de levures. Donc, ben non, c'est parce que là, je pensais à ta levure que tu allais dire. Ouais, tu sais. Non, mais juste pour en revenir, dans le fond, STA1, là, juste pour STA1, dans le fond, pour le monde qui ne savent pas vraiment, ça, dans le fond, c'est une levure diastatique. C'est une levure qui va avoir un gène qui va lui permettre d'être capable de décomposer des chaînes de sucre semi-complexes. Donc, en gros, ton sucre résiduel, ton sucre final, elle, tranquillement, pas vite, au fil du temps, en fait, elle va être capable de sécréter à l'extérieur de sa membrane des glucoamylases qui, eux, ont la capacité à venir continuer à couper les petites chaînes de sucre qu'il va y avoir à l'intérieur. Et considérant en plus que les levures, souvent, qui ont le gène STA1, c'est beaucoup des levures saison qui sont très robustes, vont résister malgré tous les mauvais traitements qu'on va leur donner, donc vont finir par manger ces sucres résiduels-là dans le temps. C'est pas nécessairement toutes des levure bench, mais dans un grand cas. Ouais. Justement, un bon exemple. Les gens trippent encore beaucoup sur les NEIPA. Donc, vous pouvez lire un paquet de recettes, vous faire une idée sur le profil aromatique que vous recherchez. Puis là, vous prenez la recette de quelqu'un qui utilise cette levure-là. On va dire que ce gars-là utilise de la fameuse London 3 de Wyeast. Mais là, vous lisez que de la Tropical IPA de Omega, ça vous intéresse comme profil. C'est encore super important de regarder au niveau de l'atténuation et de la flocculation. On passe d'une levure qui va laisser quand même beaucoup de sucre résiduel à une levure qui n'en laissera pas beaucoup. Donc, si vous voulez faire une NAIPA qui a beaucoup de corps, il faut prioriser celle qui n'a pas une grosse atténuation. Mais si vous aimez les NAIPA un peu plus désaltérantes, avec pas trop de sucre résiduel, ben priorisez la Tropical IPA à ce moment-là. Good. Puis, dans le fond, ça m'amène justement à la question comment bien choisir sa levure. Là, c'est sûr que c'est compliqué, ça va dépendre de tes styles de bière, mais comment. Il va y avoir plusieurs opinions dans le monde de la bière. On va avoir les gens qui vont être un peu plus puristes. Donc, on va vraiment devoir dire une lager doit être fermentée avec une levure à lager dans les températures typiques des lagers. Par contre, à partir de là, on peut aussi avoir d'autres opinions au niveau de est-ce que le style doit représenter comment on a brassé la bière ou doit plutôt refléter de ce que le client en tant que consommateur va avoir comme expérience au niveau gustatif. Donc, si la bière me donne en bouche le profil d'une lager et un petit goût céréalier, est-ce que pour autant je n'ai pas le droit de la qualifier comme étant une lager ou je dois dire une inspiration lager? Donc, à partir de là, des fois, ça va être ça peut rendre difficile le choix de la levure. Au niveau personnel, c'est quoi notre opinion par rapport à cette question-là? Sinon, je te laisse continuer. Tu as totalement raison, c'est vrai. Un point intéressant que Hugo apporte, c'est que, il l'a pas dit, mais il suggérait un peu justement ce que les GVIC nous ont permis. C'est maintenant une levure, un outil de travail qui nous permet de faire une panoplie de choses. Puis justement, les gens vont dire, est-ce que je peux dire que j'ai fait une Pilsner ou une Kölsch en utilisant une levure GVIC, que j'ai fermenté chaud, qu'au bout de 10 jours, je la mets dans un keg, puis quand je la bois jour 12, elle goûte la lager pareil comme l'autre, peut-être même plus. Donc, est-ce qu'on a un problème sur ce que vous devez faire pour un style ou c'est quoi que le style demande? Donc, tout est une question de vision finalement. C'est totalement vrai. Un bon exemple aussi, c'est que les gens, des fois, vont avoir un certain goût de contrôler un peu quel type de levure on va utiliser. Je fais une bière de type américain, je veux avoir une levure américaine. La New England IPA, c'est un style totalement américain, c'est fermenté avec une levure anglaise. Donc, à la base, c'était une levure qui n'était pas utilisée pour ce style-là, mais on a fini par développer une appréciation pour le produit final et on a fini par dire, finalement, c'est ce type de levure-là qui doit être utilisé. Donc aussi, il faut se dire qu'il ne faut pas nécessairement se mettre des œillères. Oui, si on veut respecter un style, c'est important, mais des fois, on peut, comme ils disent en anglais, think out of the box, regarder à l'extérieur, puis peut-être que ça peut vous donner de l'inspiration, mais par contre, certains vont vous attaquer si jamais
Si jamais ils sachent, mais exactement. Mais si au goût ils disent ça goûte exactement ce que tu me décris, ben c'est parfait, gardez votre information pour vous. Dites-leur pas que vous avez fermenté leur lager à 35 degrés. Ah ouais. Mais en parlant de style de levure, justement, il y a plusieurs laboratoires. La plupart de ces laboratoires-là ont quand même un core qu'on dit souvent. Ils ont une panoplie de levures de base qu'ils vont toujours avoir en stock. La majeure partie d'entre eux vont avoir les mêmes souches de levure. Donc, ça vaut pas la peine des fois de se pitcher et de dire « Hey, tu sais, il y a vraiment un laboratoire là, qu'on entend parler, il a sorti cette levure-là. » Regardez comme il faut, ça se peut que l'autre laboratoire du homebrew shop autour de vous tient cette souche de levure-là. Donc, on donne un exemple très facile. Le Chico Strain. La souche de levure que tout le monde voit comme la California. La California chez White Labs, c'est la American Ale 1056 chez Y-Yeast. C'est la même levure que Flagship qu'on a chez Imperial Yeast. C'est la West Coast Ale 1 chez Omega Yeast, c'est la USO 5 chez Fermentis, c'est la Cali Ale chez Escarpment Labs, et c'est potentiellement la même Braille 97 chez l'Allemand. Donc, des fois, tu sais, faut pas s'alarmer trop vite, dire « Ah, tu sais, j'ai vu quelque chose passer, ça a l'air que la bière est écœurante avec cette levure-là. » Ça se peut que l'autre laboratoire est exactement la même. Par contre, on a fait des tests. Certains tests ont été concluants, on a vu une différence. D'autres, absolument pas. Donc, ça vaut la peine de faire des tests quand même au niveau personnel. Ouais. Mais au moins, des fois, c'est de se poser la question, c'est quoi la souche d'où la levure vient? C'est quoi la souche d'origine qui a servi à faire cette levure-là? Et est-ce que c'est quelque chose que plusieurs laboratoires ont? Donc, des fois, ça nous aide aussi à finalement être capable de trouver la levure qui nous intéressait, mais produite par une source qui est plus accessible autour de chez nous. Vous n'êtes pas sûr, demandez-nous. Là. Ouais, ben, là, les auditeurs, ils viennent de voir que vous connaissez ça en esti à levure, là. Parce on essaye. Toi, tu parles de tous les substituts dans tous les labos, là, débile. Ben, c'est beaucoup notre travail parce que nous, généralement, les laboratoires qui existaient dans le temps où, pendant que les gens avaient beaucoup monté des recettes et ce qu'on retrouve sur Internet, c'était Y-Yeast, White Labs, tu avais Fermentis, l'Allemand. C'était les 4 laboratoires qui existaient. Ben, il y en avait sûrement d'autres, mais les 4 qu'on voit apparaître sur les recettes. Mais ceux avec lesquels on travaille, on travaille aussi maintenant avec Mangrove Jack. Et nous, les laboratoires qu'on a finalement commencé à travailler avec, étant Imperial Yeast et Omega Yeast, tranquillement pas vite, on va rentrer aussi Escarpment Lab, principalement par rapport à la quantité de levure qui est proposée par sachet. Donc, dans le temps, les compagnies qui avaient proposaient souvent des pitchs de levure, on va dire, de 80 ou 100 milliards de cellules. Puis quand les autres sont arrivés sur le marché, pensaient un peu plus aux homebrewers qui, des fois, avaient une levure plus vieille entre les mains et n'avaient pas nécessairement une compréhension de c'est quoi un pitch de levure, quel devrait être mon minimum de levure ajouté pour finalement m'assurer une fermentation en santé. Donc, on a été avec les laboratoires qui proposaient 200 milliards et maintenant Omega 225 milliards, 200 milliards pour Imperial Yeast. Donc, ça nous a aidé aussi à ce que les clients soient capables d'avoir une fermentation en santé et nous aussi s'éviter des soucis par la suite de clients qui sont en train de se poser des questions, qui sont anxieux par rapport à leur fermentation. Et aussi... Ben, moi, je fais une parenthèse à ce que Hugo disait. Dans les faits, juste pour vous dire, si vous travaillez avec les lovers de White Labs ou Y-Yeast, la minute que vous anticipez, vous en allez vers une bière qui va être à 5% et plus, vous allez devoir considérer à faire un starter de lover, ce qui est un handicap pour beaucoup de homebrewers. Au niveau du brassage professionnel, c'est une autre histoire. Donc, il faut toujours rationaliser. Mais... ultimement, nous, on a décidé justement, comme Hugo disait, de travailler avec Imperial Yeast et justement Omega Yeast pour avoir des gros pitchs de levure actifs pour simplifier la fermentation rapide et en santé de nos clients. Et on va commencer à travailler avec Escarpment Lab prochainement. Okay. Oui, puis tout ça pour revenir finalement sur le point que j'essayais de dire puis que finalement je me suis égaré. C'est la raison pour laquelle on a finalement développé une grande expertise à savoir quelle levure est l'équivalent de qui chez quel laboratoire, puisque quasiment 100% des recettes qu'on reçoit ont des levures que nous ne tenons pas en boutique. Donc à chaque fois, on a été obligé de faire un peu la recherche. Et nous, par curiosité aussi, on a voulu des fois expérimenter et contre-vérifier. Est-ce que c'est réellement la même levure? Est-ce que le profil est similaire?
Et considérant qu'on brasse 2 fois par semaine, on a quand même un certain avantage comparativement à un brasseur maison. Ouais. Ben justement, là, on a parlé beaucoup des labos. Là, je sais avec lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que vous pensez qu'ils se valent... Parce que là, c'est sûr que je ne veux pas faire de mauvaise pub à personne. Est-ce que ils se valent toutes ou il y a vraiment... Il y a des écarts avec certaines que vous allez décider de ne pas travailler Nous, on n'est avec? pas là pour faire de la mauvaise publicité à personne. Dans Ouais. les faits, on travaille avec certains laboratoires plus que d'autres. Puis c'est, comme Hugo vous a dit, plus une question de ce que les brasseurs... Tu sais, les brasseurs maison, c'est une vibe. Ils changent constamment de style, ils veulent des levures hors saison, que nous on se dit ben là c'est la bonne saison, finalement à la saison en question, ils viennent pas acheter les levures, là en plein hiver ils me disent moi je veux me brasser un style Corona, je suis comme ok mais là, bon j'ai des levures à lager, il fait froid mais c'est pas toujours facile de bien gérer les homebrewers. Donc, certaines fois, on va prioriser des levures sèches qui vont être super bonnes, mais vont permettre d'être là à l'année longue puis de faire le travail qui est demandé. Autrement, des fois, ben, on va prioriser des souches de levure que nous, on se dit, ben, c'est le style, c'est la saison, il faut utiliser ces levures-là. Au niveau du choix des laboratoires, je dirais, dépendamment aussi de si on est à l'aise avec le fait de faire des multiplications de levures, on peut choisir aussi son laboratoire de cette façon-là. Donc, si jamais la boutique nous propose de travailler avec un laboratoire qui ne contient pas beaucoup de cellules, mais quand on n'est pas familier avec les multiplications, peut-être qu'on est mieux de privilégier un autre laboratoire où on va avoir des fois une base de 200 milliards, 225 et plus, voire, qui vont nous permettre au moins d'avoir un peu plus de tranquillité d'esprit, à savoir est-ce que la levure va être capable de faire le travail que je lui ai demandé. Mais par la suite, ça vaut quand même la peine de lire sur Internet pour voir c'est quoi les quantités de levure recommandées par rapport au style qu'on veut faire. Généralement, notre densité va nous donner un très bon indice. Dites-vous que jouer avec la levure, c'est un gros élément de votre brassage. Donc, si vous vous sentez pas à l'aise d'impliquer ces paramètres-là dans votre brassin, ben faites-le peut-être pas. C'est mieux de prioriser justement d'avoir des gros pitchs déjà initiales de levure pour faire une NEIPA. Donc, comme avec Omega maintenant, 225 milliards, que de dire, ben je vais me faire un starter de levure à base d'un autre laboratoire. Mais aussi, les nouveaux laboratoires, un intérêt qu'on peut leur trouver, c'est qu'ils sont sortis dans un moment où les gens, ce qu'ils voulaient, c'était de la nouveauté sur le marché. On voulait avoir des nouvelles bières et ces laboratoires-là, pour pouvoir donner aux brasseries plus d'outils pour qu'ils soient en mesure d'offrir ça, c'est souvent des laboratoires qui ont tendance aussi à sortir plus de nouveautés. Donc, peut-être aussi un intérêt au niveau de, si on aime jouer avec les levures, jouer sur la diversité, ça peut valoir la peine de regarder les laboratoires qui sont un petit peu plus jeunes, qui vont peut-être aussi avoir tendance à sortir des chantiers battus. Par contre, toujours s'assurer que le laboratoire a une expertise et une certaine renommée et pas non plus de faire affaire avec n'importe quel laboratoire qui se dit un laboratoire de levure sur Internet. Mais tu sais, comme vous autres, là, vous parlez plus sur le homebrewer, sur le homebrew, parce que c'est ça que vous vendez, là, dans le fond, mais tu sais, rendu au niveau d'une brasserie, là, tu sais, tu vas chercher un pitch chez une brasserie direct, là. Est-ce que vous pensez ça existe-tu des laboratoires à éviter, sans nommer de nom, mettons? Écoute, c'est une question qu'on n'aime pas se faire poser. Nous, on a pris notre position par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'on lit des choses, on entend des choses, mais nous, on est des gens qui vérifient, tu sais, les données. Et bon, j'ai vu à un moment donné, à force de jaser avec différentes brasseries, qu'il fallait pas nécessairement prioriser ce laboratoire-là ou ce laboratoire-là. Par contre, encore là, c'est une expérience personnelle, c'est un avis. Moi, je nommerai pas personne. J'ai décidé de faire affaire avec les laboratoires que je fais affaire parce que j'aime ce qu'ils font. J'ai un bon rendu, j'ai une stabilité dans la qualité de leurs produits. Mais non, je donnerai pas de nom en question. Non, j'en veux pas. Parce que je sais que bien des gens se sont fait des idées sur certains laboratoires, comme dans le temps, il y a eu une grosse explosion de vagues de cannes qui explosaient, de produits qui explosaient, de fermenteurs qui pouvaient avoir des problèmes à cause de des levures qui n'étaient pas diastatiques et
dans lequel se sont retrouvés le gène STA1 qu'on parlait précédemment, qui va faire en sorte finalement de suratténuer un produit. Donc, un phénomène qui se produisait des bières en canette qui, 3 mois, 4 mois plus tard, sur les tablettes, finissaient par exploser. Par contre, pour avoir beaucoup écouté de podcasts sur le sujet, on se rend compte que c'est un domaine qui est un petit peu difficile. Les levures dans lesquelles il va y avoir ce gène-là vont généralement être travaillés de la même façon qu'on travaille avec les levures sauvages, les bactéries lactiques, donc de façon très très pointue. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des fois une mini quantité parce qu'il semblerait que les tests pourraient être capables de déceler ce gène-là. Le problème, c'est que dans une méga quantité de levure, comme un laboratoire qui va se faire venir un gros baril de 10 litres, si jamais il y avait une infime trace dans ces levures, même malgré les tests PCR, malgré les analyses qu'ils peuvent faire, des fois c'est excessivement dur de s'en rendre compte. Donc, il y a malheureusement eu des brasseries qui se sont fait jouer des tours qui ont eu ce cas-là, en fait, où des levures diastatiques se sont retrouvées sur le marché. Mais je pense que c'était plus des mauvaises circonstances, mais ça a fait une méga vague. Mais par la suite, c'est facile de... le jeu du téléphone, par la suite, finalement, ça peut rapidement dégénérer. OK. Ce qu'on n'a pas vu chez tous les laboratoires. Donc, ça reste une question de vision. Hey, c'est pas mauvais ça. Ouais, sérieusement, un petit peu green harsh, mais pas mais comparativement à bien les produits qui sont ramassés que les gens nous ont fait goûter, c'est très peu harsh. C'était du bon en anglais. Pas pire. Si t'es curieux, t'es rechecké Master Brewer Podcast, Biotransformation Debunk. Il parle exactement. En fait, ce qui est drôle, c'est que finalement, on se rend compte que beaucoup de phénomènes qu'on se rend compte qui se produisent, mettons, qu'on qualifie comme étant de la biotransformation, finalement, c'est le terme qu'on lui donne, c'est plus beau, c'est plus romantique, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de En fait, moi, j'ai l'impression que... C'est super intéressant, t'apprends beaucoup pourquoi ça se passe, pourquoi il y a un impact, puis t'apprends aussi que finalement, on comprend pas tout ce qui se passe. Non. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est que là, les gens ont entendu parler de la biotransformation, ils en ont fait un char, puis là, c'est un peu comme quand vous regardez votre sac de chips qui dit maintenant, je suis sans gluten, si, ça. Ben, je pense que la biotransformation, elle est là depuis longtemps. Là, on a voulu y attribuer quelque chose de vraiment plus gros que ça l'est. Par contre, je vous recommande fortement de dry hopper dans le Creusen quand même, mais pas trop vite. Jour 2, si vous faites de la Gvic, à 4 quand vous faites avec une levure un petit peu plus à l'anglaise ou américaine, mais ayez du CO2 sous la main si vous avez le goût de tester des dry up finaux sur vos bières. Autrement, vous êtes les personnes les plus à risque de l'oxydation. Je pense que c'était pas une question, mais c'est rendu une question. Mais ça, pour en revenir, en fait, si on veut vulgariser beaucoup le phénomène de la biotransformation par rapport à ce que le podcast suggérait, c'est que plutôt il y aurait, oui, une partie de biotransformation qui peut se produire lorsqu'on a les bons blonds combinés aux bonnes levures qui sont capables de le faire, mais que le ratio de composantes comme géraniol en inalol qui auraient été convertis ne sont pas assez élevés pour être capable finalement de faire passer le seuil de perception d'une zone à l'autre. Mais que réellement, ce qui va se passer, c'est vraiment une libération de certaines composantes. Donc, souvent, le CO2 qui va être expulsé pendant la fermentation, qui va nous débarrasser des composantes qui sont plus volatiles, souvent la myrcène, qui peut apporter un côté plus vert, végétal, chlorophylle. Donc, ça va nous permettre de se débarrasser des fois le côté herbal qu'on va associer au houblon et de privilégier finalement les arômes plus tropicaux. Donc, ça serait, semblerait-il, un peu plus ce phénomène-là qui serait responsable de la grosse différence. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de science en arrière de la biotransformation qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Ouais, donc, c'est un domaine qui est encore en plein essor en ce moment. S'il y a des chimistes qui veulent rentrer dans le domaine de la bière, on vous encourage. Appelez-nous, on veut devenir vos amis, on vous donne de la bière. On demande juste de votre temps. Ben, dans les faits, tant qu'à parler de biotransformation, j'ai lu le livre de Scott Janish, The New IPA, qui mettait quand même un gros accent sur la biotransformation. Et au final, lui, il soulève des analyses en laboratoire, mais des analyses en laboratoire versus en temps réel au niveau du goûter et du senti d'un produit ne vont pas toujours être en corroboration avec ces théories-là. Donc, ça vaut la peine quand même que vous fassiez des tests personnels pour savoir si vous, est-ce que ça a l'effet escompté de faire ces choses-là.
Moi, je me suis mis à faire du layering de houblon dans mon whirlpool à 95, 85 et 75 degrés parce que la théorie disait que ça allait être plus intéressant. C'est pas si compliqué que ça à faire, mais au final, un peu quand même. C'est plus de portionnage, etc. Et au final, à goûter nos bières, on trouvait que nos bières étaient autant bonnes, sinon meilleures avant de s'imposer ces étapes-là. Donc, c'est un peu comme le fameux Brewlosophy, c'est des mythbusters de la bière. Ça vaut la peine d'écouter des choses, vous faire une idée sur votre propre idée, puis d'aller tester ces choses-là. Sûr. Ben moi là, en partant ça tantôt, en parlant de la bière, je pensais tout couper ça, puis finalement, on va sûrement le garder. Ben, dans le fond, je voulais vous demander, est-ce qu'un style devrait toujours avoir la même souche de levure, mais on en a pas mal parlé tantôt. Pas mal mentionné. Je suis bien d'accord avec vous autres. C'est ça. C'est qu'au final, il n'y a pas personne qui a la vraie vérité. T'sais. Ouais. Et en même temps, c'est de voir, est-ce qu'on devrait... Tu sais, le style de bière, l'avantage pour un consommateur qui est finalement 95% des gens qui vont utiliser le style de bière vont vouloir se donner une idée de ce qu'ils vont avoir dans leur verre. C'est quoi les saveurs qu'ils devraient retrouver à l'intérieur. Donc, si le style ne reflète pas ça, ben finalement, je pense que c'est important de se dire, est-ce que les saveurs reflètent le style? Mais par contre, pour un brasseur, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut se permettre de travailler avec n'importe quoi tant que ça goûte la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est là où c'est difficile. Il faudrait qu'il y ait peut-être un style pour les gens qui consomment la bière, mais qu'il y ait une annotation pour le brasseur à savoir c'est quoi qu'il doit respecter comme norme en théorie. Pour essayer de faire une image par rapport à ce qu'il dit, c'est moi je me dis, si tu dis que tu fais une Pilsner et que ton rendu dans ma bouche, dans mon verre, dans mon nez, j'ai l'impression de boire une Pilsner, est-ce que c'est si important que ça? Comment tu lui es arrivé? Versus quelqu'un qui m'affiche sur sa canette qui a fait une Double Sour IPA, machin, mais que finalement dans mon verre, j'ai juste l'impression de boire un gros jus de mangue, pas gazeux, etc. Ben là, je me dis qu'il y a beaucoup d'informations sur la canette en question qui m'envoient dans une mauvaise direction. Donc, j'ai d'un sens plus de respect pour la personne qui est arrivée à ses fins sans les versions, la façon traditionnelle de le faire, versus l'autre qui m'affiche un paquet de choses qui n'est pas du tout dans le produit final. Ouais. Question de vision encore là. Bon, c'est ça, dans le fond, j'ai fini avec mes questions. Fait que dites-moi donc avant qu'on parte, est-ce que vous avez des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres de nouveau? Qu'est-ce que vous pouvez parler? Qu'est-ce qui s'en vient? On est en train de regarder on aimerait ça pouvoir déménager à un endroit qui va nous permettre d'ouvrir notre brasserie en même temps. Être capable d'avoir un taproom. Mais on veut jamais perdre la boutique parce que c'est notre lien avec le client, avec les gens. Et c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir expérimenter, découvrir, jouer avec nos ingrédients. Il y a ça qui s'en vient. Sinon, Baromag, comme Guillaume m'a plugué à quelques reprises, super intéressant si vous cherchez des astuces, des idées de recettes. Et si vous aimeriez des fois aussi apprendre des petites choses intéressantes sur le monde de la bière, vraiment très, très, très intéressant. Allez voir ça, Baromag. Parce que c'est ça, là, vous parliez d'un brewpub, parce que dans le fond, vous brassez déjà, on est juste à côté de l'équipement. Exact. Fait que, mais dans le fond, vous vendez le mou, c'est ça? Exact. Chaque semaine, dans le fond, je fais des annonces là, entre le lundi et le mercredi sur les types de mou qu'on va brasser le week-end suivant. Donc, on va proposer un mou souvent houblonné le vendredi et le dimanche, quelque chose d'un peu plus classique, mais c'est en alternance, vous avez des demandes, ça vous intéresse, écrivez-nous par rapport à ce sujet-là. Sinon, comme Hugo vous a dit, on est en train de regarder des locaux, on a des belles surprises pour vous qui s'en viennent. Ceux qui veulent boire nos bières depuis longtemps mais qui ne brassent pas, on va avoir un taproom que vous allez pouvoir venir goûter à ça. J'ai un petit hint. Over Up, c'est nos amis. Ils vont ouvrir leur taproom super. La Scalan Clan, notre collabo avec eux, elle va être disponible là-bas. Vous irez faire un tour. Sinon, on est bien content d'avoir fait partie du podcast de notre chum Gab. Je suis bien content, moi aussi. Rock and roll. Suivez-nous, venez suivez sa page à lui, suivez le clan des brasseurs, puis
À bientôt, la gang! Si si on a besoin d'informations, si on a des questions, on peut vous écrire sur Facebook direct. Puis, directement sur Facebook, on répond très très vite. Par courriel, on répond quand on a du temps. Puis par les autres réseaux, on répond peut-être. Donc, on vous recommande fortement si vous voulez nous communiquer par Facebook. Des fois, inquiétez-vous pas, si c'est un peu plus long, c'est mauvais signe pour vous. Ça veut dire que je vous écris un roman. Donc, plus c'est long, plus c'est... En tout cas. Puis sinon, pour le reste... bien content de faire partie du podcast, puis en espérant pouvoir se revoir sur d'autres sujets et qu'on aura plus de temps pour pouvoir parler, vu que maintenant tu sais qu'on a de la difficulté à arrêter. Pour boire de la bière. Yes sir. Bon ben merci beaucoup les boys, je suis vraiment content de vous avoir eu. Puis à vous autres les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers! Yes sir. Là.